Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour encore une fois. Nous allons nous retrouver cette fois-ci pour parler un petit peu de la méthodologie en droit constitutionnel. Donc à travers l'ensemble des séances que nous avions partagées ensemble, nous avons eu l'occasion de traiter un certain nombre de questions, un certain nombre de problématiques qui sont le cœur, le noyau dur de la théorie générale de droit constitutionnel. Donc, on a essayé de divulguer un certain nombre de connaissances en matière de droit constitutionnel et plus précisément en matière de la théorie générale de droit constitutionnel. Donc, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces connaissances ne sont pas suffisantes, bien évidemment, pour réussir un examen en matière de droit en général et de droit public en particulier, et notamment en droit constitutionnel. Donc, à côté de ces connaissances, il faut un savoir-faire pour réussir et pour mener à bien son projet d'étudiant et pour, d'ailleurs c'est légitime, de pouvoir prétendre à une bonne note le jour de l'examen. Donc, je pense, c'est-à-dire d'après les échos que nous recevons régulièrement de la part de nos étudiants, l'exercice peut-être le plus difficile et qui pose un certain nombre de problèmes pour les étudiants, c'est la dissertation en droit public et en droit constitutionnel notamment. Donc, on va essayer à travers ces deux séances d'expliquer un petit peu la méthodologie de travail en droit public, droit constitutionnel notamment, et dans une deuxième séance, essayer de fournir des exemples concrets de problématiques qui peuvent faire l'objet de dissertations en droit constitutionnel. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la dissertation en droit correspond à des exigences qui sont un petit peu particulières. Donc, il faut oublier un petit peu la dissertation que nous avons tous connue au lycée, en terminale. Donc, la dissertation juridique, et vraiment, il faut prendre cette donnée-là très au sérieux, la dissertation juridique, la dissertation en droit n'est nullement une récitation du cours. C'est un travail de démonstration, c'est un travail démonstratif et non descriptif. Donc, c'est un exercice très formalisé qui répond à un certain nombre de critères bien précis, et nous allons, durant cette séance, revenir sur l'ensemble de ces critères. Donc, encore une fois, comme je l'ai dit au début, les connaissances que nous pourrons acquérir en tant qu'étudiants à travers le cours du professeur, à travers les lectures, le travail personnel de chacune et de chacun, donc n'est pas suffisant, car il n'intervient qu'à plus ou moins, ça dépend, cela varie bien évidemment en fonction des enseignants, mais on peut dire que les connaissances n'interviennent dans la note finale qu'à hauteur de 50% plus ou moins. Donc, il faut bien évidemment avoir des connaissances, c'est primordial, c'est la première des conditions, mais encore fallait-il avoir les outils pour exploiter ces connaissances. Donc, pour réussir
dissertation en droit constitutionnel, on peut dire qu'il faut il faut qu'il y ait la réunion de 3 conditions essentielles. Tout d'abord, il faut bien évidemment, comme je le disais tout à l'heure, il faut avoir des connaissances, et connaissances qui sont dispensées à travers le cours magistral du professeur, de l'enseignant, et à travers les lectures qu'on est censé faire bien évidemment, mais à côté de ces connaissances, il faut un savoir argumentatif infaillible bien évidemment, c'est-à-dire il faut avoir la capacité d'utiliser ces connaissances pour traiter la problématique qui est posée le jour de l'examen. Troisièmement, il faut un vocabulaire juridique. Il faut un vocabulaire juridique adapté, c'est-à-dire le langage juridique il est spécifique. À titre d'exemple, on ne dit pas la loi stipule, mais la loi dispose. Donc la loi dispose, un contrat stipule. Le juge, à notre exemple, une décision du juge constitutionnel déclare non conforme à la Constitution une disposition législative et non pas anticonstitutionnelle. Un autre exemple, on parle de la classification des systèmes politiques en fonction des rapports entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif et non pas des systèmes de gouvernement. On parle aussi de la classification des systèmes de gouvernement en fonction du type de souveraineté et non pas des systèmes politiques, etc., etc. Donc là, c'est juste un petit rappel, ce sont des problématiques, ce sont des thèmes que nous avions eu l'occasion de les traiter à travers les séances précédentes, bien évidemment. Donc, il faut avoir, encore une fois, pour réussir une dissertation, il faut avoir des connaissances, il faut avoir une argumentation juridique et un langage, bien évidemment, un langage juridique adapté. Donc, le premier, c'est-à-dire le premier rapport avec la dissertation, bien évidemment, c'est l'introduction. Donc, comment réussir une bonne introduction, parce que l'introduction, c'est le premier contact de l'enseignant, c'est le premier contact du correcteur avec le devoir de l'étudiante ou de l'étudiant. Donc, et il faut bien évidemment tout mettre en œuvre pour frapper, pour captiver l'attention du prof, du professeur, de l'enseignant ou du correcteur, tout simplement. Donc, une introduction, encore une fois, en droit, doit répondre à un certain nombre de critères, à un certain nombre d'exigences. Donc, l'introduction, il faut qu'il contienne un certain nombre d'éléments qui sont nécessaires à la dissertation en droit pour réussir une dissertation en droit, bien évidemment. Donc, le premier élément constitutif de l'introduction en dissertation, notamment en droit public en général, en droit constitutionnel en particulier, c'est qu'on commence, il faut introduire par une accroche, par une amorce, c'est-à-dire par une phrase d'attaque. Concernant l'accroche ou la phrase d'attaque, il y a plusieurs techniques qui peuvent être utilisées. Donc, nous allons nous arrêter sur les différentes techniques pour cette phrase d'attaque avec un exemple bien concret que nous avons traité lors des séances précédentes. C'est celui, par exemple, de la séparation des pouvoirs. Donc, première option pour
pour réussir, pour choisir cette phrase d'attaque, une accroche ou une amorce, c'est de recourir à une citation de la doctrine ou la citation d'un homme politique. Mais encore une fois, il faut que cette citation soit correcte, réelle et en rapport avec la problématique traitée, bien évidemment. Donc, on a pris l'exemple de la séparation des pouvoirs. Parler de la séparation des pouvoirs, bien évidemment, ne peut se faire sans évoquer Montesquieu. Et on peut solliciter Montesquieu, une phrase spécifique à cette problématique, lorsqu'il dit dans son ouvrage L'esprit des lois, pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Donc, c'est une citation de Montesquieu, elle est correcte, elle est réelle, elle est en rapport avec le contexte, avec la problématique traitée, qui est celle de la séparation des pouvoirs. Deuxième possibilité, c'est de faire référence à un fait d'actualité. Par exemple, la veille de l'examen, vous étiez en train de lire le journal, par exemple, et vous tombez sur un article qui parle de la séparation des pouvoirs et notamment la situation, le manque d'indépendance peut-être du pouvoir judiciaire. Ça vous interpelle et ce fait d'actualité peut servir de phrases d'attaque, de phrases d'accroche pour votre examen. Troisième option, c'est faire une référence historique, chronologique, c'est-à-dire revenir un petit peu en arrière pour évoquer cette question de la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire on peut éventuellement remonter jusqu'à Aristote pour parler de la séparation des pouvoirs, mais on peut se limiter à évoquer Locke d'un côté et Montesquieu de l'autre. Cette conception de Locke de la séparation des pouvoirs, qui est fondée sur une séparation entre trois organes, pouvoir législatif, pouvoir exécutif et pouvoir fédératif, alors que Montesquieu apprenait une séparation entre trois organes, à savoir le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, et faire un petit peu le parallèle entre les deux conceptions, à savoir que peut-être l'intérêt de cette conception qui est défendue par Montesquieu, c'est la réhabilitation, la reconnaissance du pouvoir judiciaire en tant que pouvoir indépendant à la fois du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Troisième option, pour réussir cette phrase d'attaque, on peut se servir d'une disposition légale ou d'une disposition réglementaire, comme on peut se servir d'une disposition constitutionnelle, c'est-à-dire réciter un article de loi ou de constitution, bien évidemment. Donc, dans ce cas bien concret qui est celui de la séparation des pouvoirs, on peut, c'est-à-dire cette phrase d'amorce ou d'accroche, on peut se servir par exemple de deux dispositions constitutionnelles. La première, ce n'est rien que l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui dispose que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Comme on peut faire appel à l'article 1er, alinéa 2, de la Constitution du Royaume du Maroc de 2011, qui dispose que le régime constitutionnel du Royaume est fondé sur la séparation, l'équilibre et la collaboration des pouvoirs. Et peut-être une dernière option, une cinquième option,
on peut ce qu'on appelle utiliser la technique de l'entonnoir. Vous savez, l'entonnoir qui est plus large au sommet et rétréci ou étroit en bas. Donc, c'est-à-dire qu'il faut partir du général au particulier. Le particulier ici, c'est la séparation du pouvoir. Mais il faut partir d'une idée plus générale qui est la démocratie. Pour une raison toute simple, c'est qu'il faut expliquer que le principe de la séparation du pouvoir n'est qu'un élément parmi d'autres qui sont constitutifs de la démocratie, au même titre que le suffrage universel, ou la garantie des droits et des libertés des individus, ou le contrôle de constitutionnalité, etc., etc. Donc, voilà un certain nombre d'options qui permettent de bien réussir cette phrase d'attaque ou cette phrase d'accroche pour réussir l'introduction d'une dissertation en droit constitutionnel. Deuxième étape de cette introduction, il faut définir les termes du sujet. On peut se poser la question, on les trouve où les définitions? Donc il faut bien évidemment, les définitions, on peut les rencontrer dans un certain nombre de manuels, d'ouvrages spécialisés en droit constitutionnel, comme on peut les trouver bien évidemment dans le cours de l'enseignant. Et là, bien évidemment, il faut faire attention parce que les définitions, parfois, ils peuvent changer d'un enseignant à un autre en fonction de peut-être de la sensibilité de chaque enseignant. Lors de cette deuxième étape, qui est la définition des termes du sujet, on peut faire référence à des concepts qui sont proches de la problématique qu'on va traiter, mais qui sont différents. Je donne juste un exemple. Imaginons que la question traitée, c'est celle de la révision de la Constitution. Et rappelez-vous, on a consacré un certain nombre de séances à cette problématique de la révision de la Constitution. Donc on peut évoquer, à côté de la révision de la Constitution, un autre concept qui est proche, mais qui est différent. C'est celui de l'altération de la Constitution. Donc la révision, nous l'avions vu, c'est le procédé ou cette technique de pouvoir modifier, de pouvoir changer, de pouvoir réviser la Constitution en respectant, en se conformant à une procédure plus solennelle, une procédure bien spécifique qui est prévue par le texte constitutionnel lui-même, alors que l'altération de la Constitution, c'est une modification de la Constitution, mais en suivant une procédure plus ou moins formaliste, bien évidemment. Troisième étape pour réussir, encore une fois, l'introduction pour une dissertation réussie en droit constitutionnel, c'est qu'il faut délimiter le sujet. Cette délimitation, c'est-à-dire de quoi je vais parler, de quoi s'agit-il, qu'est-ce que je vais traiter. Et cette délimitation peut se faire de deux façons. Une délimitation temporelle, c'est-à-dire quelle est la période concernée, de quand à quand. Je donne juste un exemple, le pouvoir réglementaire au Maroc par exemple. Donc on peut le traiter à travers les différentes constitutions, à travers les différents textes constitutionnels pour savoir un petit peu l'évolution de titulaire, de la nature de ce pouvoir réglementaire à travers les différentes constitutions qu'a connues le Royaume du Maroc depuis 1962.
comme il peut s'agir uniquement de la question du pouvoir réglementaire dans le texte constitutionnel de 2011. Donc, ce qu'on appelle une délimitation temporelle. Quelle est la période concernée? Cette délimitation, elle peut également être d'ordre géographique, c'est-à-dire quel est le régime juridique concerné. Est-ce que cela concerne le Maroc? Est-ce que cela concerne plusieurs systèmes juridiques différents, etc., etc. Si jamais, bien évidemment, la problématique, la question traitée s'y est prête, bien évidemment. Donc, comme exemple, le droit de dissolution dans les régimes parlementaires. Donc, rappelez-vous, lorsqu'on a traité le principe de la séparation des pouvoirs, on a établi un certain classement ou classification du système politique en fonction du degré de séparation, en fonction de la nature des rapports qui régissent la relation entre le législateur, le Parlement et l'exécutif, le gouvernement, bien évidemment. Donc, dans ce cas de figure, il faut préciser que, étant donné que la question soulève la problématique du droit de dissolution dans les régimes parlementaires. Donc, notre étude portera, par exemple, sur l'Angleterre et sur l'Allemagne, d'une part. Par conséquent, les États-Unis d'Amérique ne font pas partie de notre champ d'étude, étant donné que les États-Unis d'Amérique ou le régime constitutionnel, le régime politique est un système présidentiel et non pas un système parlementaire. Quatrième étape, toujours encore une fois dans le souci de réussir cette dissertation en droit, et Dieu sait combien il est difficile pour un certain nombre d'entre vous, c'est de procéder à la présentation de la problématique. Cette problématique, ou la problématique en général, doit montrer l'intérêt du sujet traité et la façon de le traiter. Cette façon, comme je l'ai évoqué au début de cette séance, qui doit faire appel à une argumentation juridique, doit faire appel à la démonstration et non pas à la description. Donc, cette problématique que normalement on est censé rencontrer, on est censé découvrir grâce à la définition des termes de la question posée et grâce à la délimitation du sujet, bien évidemment. Donc, à ce moment-là, donc, il faut mettre en valeur l'intérêt du sujet, encore une fois, pourquoi ça vaut le coup de traiter cette question. Je vous donne à ce titre juste un exemple. Nous avons traité la problématique de la juridiction constitutionnelle et du juge constitutionnel. Donc, l'exemple qu'on peut donner ici, c'est le rapport entre le juge constitutionnel et la loi. Donc, le juge constitutionnel et la loi. Donc, les questions qu'il faut se poser ici, est-ce que le juge constitutionnel détermine la loi? Est-ce que le juge constitutionnel respecte la loi? Est-ce que le juge constitutionnel censure la loi? Donc, c'est l'ensemble de ces questions qu'il faut traiter pour présenter votre problématique. Donc, le sujet de présentation, ou le sujet présenté de cette façon-là, donc, n'aura un intérêt notamment que dans le cadre d'une évolution historique du rôle et de la mission de cette juridiction constitutionnelle pour démontrer in fine quelle est la place du juge constitutionnel dans le système constitutionnel marocain. Et on sait que la place qu'occupe
le juge constitutionnel aujourd'hui diffère sensiblement de celle du juge constitutionnel sous l'égide de la Constitution de 1962 ou même sous l'égide de la Constitution de 1996. Donc, il y a eu une évolution notable de la place, de la mission du juge constitutionnel à travers les différentes constitutions. Donc, la problématique est de démontrer quelle est la place aujourd'hui du juge constitutionnel dans le système constitutionnel marocain, bien évidemment. Cinquième étape, c'est l'étape où il faut procéder à l'annonce du plan. Ce plan qui n'est en théorie que la réponse argumentative à votre problématique que vous avez soulevée dans l'introduction. Et à ce propos, donc, je conseille vivement à être vraiment très scolaire, c'est-à-dire il faut insister sur les intitulés, suivants dans les mots-clés utilisés dans l'annonce du plan. Donc, on annonce à ce propos, donc peut-être juste un conseil, on n'annonce pas les sous-parties, on annonce uniquement les deux grandes parties, première partie, deuxième partie, alors que les sous-parties, on les laisse pour une disposition qui est spécifique et qui est prévue à cet effet. C'est ce qu'on appelle les chapeaux, c'est-à-dire après la première partie et la deuxième partie, on fait un petit chapitre introductif qui sert bien évidemment à mettre en relief les intitulés des sous-parties. Donc, finalement, la forme de dissertation en droit, il doit, comme nous venons de le voir, doit répondre à un certain nombre de critères pour prétendre à une bonne note le jour de l'examen, bien évidemment. Donc, le plan doit être apparent, première partie, deuxième partie. Le plan doit être constitué de parties et de sous-parties. Il doit contenir des chapeaux, mais également des transitions, c'est-à-dire pour faciliter le passage d'une sous-partie à l'autre sous-partie ou de la dernière sous-partie de la première partie à la deuxième partie. Les intitulés doivent être qualifiants, c'est-à-dire à travers les intitulés, il faut démontrer au correcteur, à l'enseignant que vous maîtrisez le sujet, que vous maîtrisez la problématique et cela, bien évidemment, est vérifiable à travers les intitulés qui sont choisis par l'étudiant, par l'étudiante. Donc, juste un exemple, par exemple, de mauvais intitulé qu'il faut éviter, c'est de dire la forme de la Constitution. Donc, pourquoi il s'agit d'un mauvais intitulé? Tout simplement parce que il n'évoque rien de ce que vous savez ou ce que vous ne savez pas de la forme de Constitution. C'est-à-dire, ça ne donne pas l'impression que vous maîtrisez le sujet et par conséquent, donc, il faut opter pour peut-être une deuxième formulation. Exemple de bon intitulé, on peut parler de la diversité des formes d'expression de la rigidité constitutionnelle. Donc, l'une des missions du correcteur, consiste bien évidemment à apprécier si vous avez bien assimilé votre problématique, si vous avez bien compris le sujet, et ceci bien évidemment est perceptible à travers les énoncés, à travers les intitulés qui sont suivis par
par les étudiants. Donc voilà un exemple type de dissertation. Première partie, chapeau, première sous-partie, transition, deuxième sous-partie, transition, et exactement la même chose pour la deuxième partie. Donc la dernière étape de cette introduction en dissertation de droit constitutionnel, c'est la conclusion. Donc pour la conclusion, je sais que la conclusion présente beaucoup de difficultés, il se lève beaucoup d'interrogations. Il faut savoir que la conclusion n'est pas obligatoire, elle est facultative. Donc c'est bien s'il y a une conclusion, mais encore une fois, la conclusion, il ne faut pas que ça soit une occasion pour résumer le cours. Il faut déplacer la problématique sur un autre terrain pour faire comprendre au correcteur qu'il y a d'autres méthodes, d'autres façons de traiter cette problématique.